va dire 4e live. Ouais, il est 18h. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce 4e live organisé par l'EPF. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un petit peu sensible, les admissions et comment du coup intégrer l'EPF. Et pour cela, Odile Matissarayé va nous présenter l'EPF et les admissions. Bonsoir à tous. Alors effectivement, il y a pas mal de choses à vous dire. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet des admissions, peut-être une très très brève présentation des cursus de l'EPF, parce que c'est aussi un petit peu lié aux admissions. Donc je vais vous parler dans un premier temps du cycle licence. Donc le premier point à comprendre à l'EPF. Donc premier point important, l'EPF est une école multicampus. Vous savez qu'on a 3 campus. Le campus mère, on va dire le plus historique, qui est à Sceaux pour l'instant, mais qui sera à Cachan dès l'année prochaine dans des nouveaux locaux. Voilà, un bâtiment complètement refaçonné pour l'EPF, mais implanté sur l'ancien campus de l'école normale supérieure de Cachan. Voilà, ça c'est pour vous situer un petit peu la géographie. Donc ce campus parisien, en tout cas on va le qualifier comme ça, qui est le campus historique. Et puis 2 campus, un campus à Troyes et un campus à Montpellier dans le sud de la France. Donc à l'EPF, on vous propose une formation d'ingénieur dans un format qu'on appelle 3+2, donc le cycle licence. Vos 3 premières années de formation sont un tronc commun entre justement les 3 campus de Sceaux, Troyes et Montpellier, et quel que soit le campus que vous êtes susceptible d'intégrer en intégrant l'EPF en première année, pendant ces 3 années de tronc commun, vous aurez la même formation sur les 3 campus, avec même des examens qui sont communs, des programmes de cours qui sont communs. Évidemment, les profs ne sont pas les mêmes, ce serait compliqué de les faire déplacer entre les 3 campus, mais en tout cas, vous avez exactement la même formation sur ces 3 campus, et c'est important à comprendre dans le cadre des admissions, parce que finalement, il va falloir on va aborder beaucoup de choses dans cette présentation, mais ce qu'il faut que vous ayez toujours en tête, c'est le fait que quel que soit le campus intégré pour le cycle licence, Sceaux, Troyes ou Montpellier, vous aurez accès au même majeur derrière. Et donc finalement, si vous êtes quelqu'un d'un peu mobile, quelqu'un prêt à bouger entre un campus et un autre dans votre scolarité à l'EPF, eh ben, vous comprendrez facilement que pour optimiser ses chances d'intégrer l'EPF, vous pouvez accéder à n'importe quel campus en première année. Donc ce cycle licence, 3 ans, un cycle licence donc, qui s'articule sur une pédagogie très axée projet, très axée TP. Alors vous aurez encore quelques cours magistraux évidemment, mais de moins en moins, une pédagogie qui s'effectue de plus en plus par petits groupes et de plus en plus de manière appliquée. L'autre caractéristique de ce cycle licence, elle est très importante, c'est son caractère généraliste ou multidisciplinaire. L'EPF est une école très clairement qui se revendique généraliste, et ça se voit dans la formation. Donc certes, les majeurs qu'on vous propose en fin de cursus sont, elles, très variées et peuvent vous amener vers des secteurs très diversifiés. C'est un premier aspect de ce qu'on peut appeler une école généraliste, mais le deuxième aspect très important, c'est ce que vous allez vivre au jour le jour dans votre formation. Et ce cycle licence à l'EPF, comme vous le voyez sur le petit graphique qui vous est proposé là, il est finalement très équilibré dans toutes les disciplines de l'ingénierie. Donc les disciplines de l'ingénierie, c'est quoi? C'est les maths, c'est le domaine de la physique qui intègre de la chimie encore à l'EPF, parce qu'on a notamment une majeure santé, donc un certain nombre de majeurs font appel à des compétences en chimie, le domaine du numérique, le domaine de l'énergie, des sciences de l'ingénieur, donc plutôt la conception mécanique, et puis le domaine des humanités et des méthodes d'entreprise. Et l'idée de la formation qu'on vous propose à l'EPF, ce qui va vous donner votre identité d'ingénieur généraliste, c'est finalement la répartition de ces différentes disciplines dans la formation, dans ce que vous allez vivre au jour le jour. Donc nous, à l'EPF, vous n'allez pas vivre davantage des sciences de l'ingénieur quand vous entrez à l'école, ou du numérique ou de la physique, mais toutes ces disciplines de manière très équilibrée. Et c'est ça qu'apprécient en général les entreprises dans le parcours EPF, c'est que vraiment ces 3 premières années offrent une identité très multidisciplinaire, très variée, qui va pouvoir faire de vous des chefs de projet, en tout cas des acteurs très transversaux dans l'entreprise. Les projets qu'on va pouvoir vous proposer, vous les voyez un petit peu là, donc ils sont à l'image de cette identité généraliste. Dans certaines écoles, vous verrez peut-être davantage dans les projets des projets très numériques si l'école est à tendance numérique, ou très sciences de l'ingénieur si l'école est à forte dominante sciences de l'ingénieur. Et à l'EPF, non. Vous allez avoir beaucoup de projets entre la première et la 3e année, certes, mais des projets, comme vous le voyez là, qui vont toucher à tous les domaines, les sciences de l'ingénieur avec Katia, l'innovation, parce que l'entreprise et toutes les connaissances liées aux méthodes d'entreprise sont très présentes dans la formation EPF. À l'EPF, il y a une culture entreprise importante, de la mécatronique, également de la programmation, et puis tout ce qui touche de manière générale à la conception des systèmes dans tous les domaines, mécanique, numérique et physique, voilà, globalement.
Après ces 3 ans de tronc commun donc, que vous pourrez réaliser, vous l'avez compris maintenant, sur n'importe lequel des 3 campus de l'EPF, on parle bien ici de la formation généraliste d'ingénieurs, vous entrez dans ce qu'on appelle le cycle M, donc on appelle ça aussi une majeure à l'EPF, en 2 ans, donc la 4e année et la 5e année. Les majeures qui vous sont proposées, vous le voyez là, sont dépendantes des campus, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en introduction, l'élève EPF, c'est un élève mobile. Alors, en même temps, le métier d'ingénieur, c'est un métier de mobilité, hein. Il ne faut pas espérer toute sa vie rester au même endroit, dans le même bureau et travailler en individuel. Le métier d'ingénieur, c'est un métier collectif et c'est un métier où effectivement la mobilité est importante, la mobilité internationale évidemment, ce qui est aussi un axe fort de la formation à l'EPF, mais la mobilité pendant vos études, c'est aussi quelque chose que vous rencontrerez, et peut-être d'autant plus à l'EPF par justement la diversité des campus. Alors c'est quelque chose en général qu'apprécient bien nos élèves. Donc ces majeures qui vous sont proposées sont dépendantes des campus. 5 majeures vous sont proposées sur le campus de Sceaux, aéronautique et espace, structure et matériaux, qui pourra vous amener autant vers le domaine de l'automobile que du bâtiment par exemple, ingénierie et numérique, engineering et management, pour tous ceux qui veulent donner une dimension un peu plus négociation, ingénierie d'affaires à leur métier d'ingénieur, ingénierie et santé, donc un domaine maintenant très important dans l'ingénierie, hein, qui s'ouvre énormément et dans lequel l'emploi est de plus en plus important, donc avec beaucoup de demandes aujourd'hui, hein, sur cette majeure ingénierie et santé, que vous pourrez orienter vraiment biomécanique ou que vous pourrez orienter davantage sur les systèmes d'information dans le domaine de la santé, qui sont deux domaines de la santé aujourd'hui complètement en développement. Sur le campus de Montpellier, 2 majeures vous sont proposées, énergie et environnement, incluant évidemment les énergies renouvelables, hein, l'éolien, le solaire, l'hydrolien, toutes ces énergies renouvelables très, très importantes aujourd'hui dans le domaine de l'environnement. Et puis data engineering sur le traitement de la donnée, encore une fois, un milieu complètement en essor dans l'ingénierie. Vous entendez parler quotidiennement et à travers tous les outils qu'on peut manipuler nous-mêmes au quotidien maintenant, ce qui est tout ce qui est du ressort de l'intelligence artificielle et du big data, et ben c'est l'objet de cette 2e majeure à Montpellier. Sur le campus de Troyes, la majeure ingénierie et architecture durable, qui, comme son nom l'indique, va vous amener vers la conception des villes nouvelles, notamment dans leur aspect durable, l'implantation des bâtiments, l'implantation des réseaux électriques, l'implantation des réseaux d'eau, afin d'optimiser évidemment l'utilisation de tout ça. Et puis avec un focus, quand vous arrivez en 5e année, sur le bâtiment lui-même et son architecture, avec une possibilité de double diplôme avec une école d'architecture. Voilà, donc c'est cette majeure qui fait 2 ans, qui dure 2 ans, et un point important, je vous disais tout à l'heure que la culture entreprise était très forte à l'EPF, elle se concrétise notamment à travers un triple diplôme qu'on appelle le Master ICE, Innovation et Création d'entreprise, qui se déroule sur le campus de Troyes et que vous pouvez intégrer, comme vous le voyez sur ce schéma, après n'importe quel majeur en 4e année. Donc voilà, cette filière, hein, ce Master of Science, qui vous offre donc un diplôme d'école de commerce, le diplôme d'ingénieur EPF et un titre de Master of Science, est plutôt destiné à ceux qui, au fur et à mesure de leur parcours, se disent ben, tiens, finalement, la création d'entreprise, est-ce que ce ne serait pas pour moi? Et finalement, à travers cette année de formation, ils peuvent concrétiser ce projet de création d'entreprise. Que dire d'autre sur ces majeurs? Que vous pourrez y modeler un petit peu votre propre parcours d'un point de vue anglais-français. Certains parcours sont proposés totalement en anglais. C'est le cas de Engineering et Management et Data Engineering. C'est pour ça que leur dénomination est en anglais, contrairement aux autres. Et sur toutes les autres majeures, vous pourrez faire un choix, soit de parcours en anglais, soit de parcours en français, un petit peu à la carte. Autre point important au cours de ce cycle master, 2 grands stages. Votre premier semestre de 4e année est un stage en entreprise et votre 2e semestre de 5e année est également un stage en entreprise, le projet de fin d'études qui dure 6 mois. Donc finalement, dans cette majeure, ces majeures, elles sont très professionnalisantes parce que sur 4 semestres, vous allez en passer 2 en entreprise. Alors, on a déjà des questions. Sur le cycle licence, tu as parlé de matières. Et est-ce qu'il y a possibilité de choisir, de faire son menu de matière ou ce sont des matières imposées dans le cursus? Alors, j'imagine que les élèves ou les candidats qui sont derrière l'écran sont donc des futurs bacheliers, probablement de la réforme 2021. Le cursus, on ne peut pas dire que le cursus sera à la carte suite à cette réforme, mais il sera individualisé dans le sens où maintenant vous allez arriver avec des profils effectivement beaucoup plus hétérogènes que le modèle précédent, hein, les bacs S qui, pour le coup, avaient tous le même profil en arrivant. Donc évidemment, la formation qui vous sera proposée vous permettra
de vous remettre à niveau, par exemple, en sciences de l'ingénieur, si c'est une spécialité que vous n'avez pas choisie en première et terminale, vous permettra de vous remettre à niveau en physique, si effectivement, si vous n'avez pas suivi la spécialité physique, par exemple, vous l'avez suivi en première, mais pas en terminale. Et voilà, donc du modulaire, mais du modulaire en fonction des spécialités que vous aurez choisies en première et terminale, pour remettre tout le monde à niveau à l'issue d'un premier semestre de première année, voire d'une première année complète selon les profils qui se présenteront à nous. Voilà, pour l'instant, on parle plutôt des terminales générales. On accepte les terminales STI 2D. Est-ce qu'on prend des STI 2D avec l'option BTP? Et combien y a-t-il de places? Et combien il y a beaucoup de candidats et peu d'élus? Quel est le ratio après, derrière? Alors, à l'EPF, un parcours spécifique est proposé aux bacheliers STI 2D. Hein. Donc, effectivement, les bacs généraux, même suite à la réforme du bac, n'ont pas le même type de formation que les bacheliers STI 2D. Donc, oui, un bachelier STI 2D est évidemment le bienvenu à l'EPF et il sera intégré pendant 2 ans sur le campus de Montpellier dans 2 premières années qu'on appelle la formation technologique, qui est, elle, dédiée aux bacheliers STI 2D et qui permet, avec une pédagogie particulière, dans un groupe plus restreint, puisque la promotion est d'à peu près 25 élèves, donc avec un suivi pédagogique très poussé et très individualisé, parce que quand on a fait un bac STI 2D, eh ben, entamer les études d'ingénieur, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de suivi. Donc, une petite promotion, un suivi individualisé sur le campus de Montpellier, pendant les 2 premières années, avec un cursus particulier adapté à des STI 2D et qui a pour objectif tout simplement d'optimiser les chances de réussite avant de rejoindre, avec les bacs généraux, la 3e année et de rejoindre donc l'ensemble de la promotion des bacs généraux. Donc, pas de spécialité nécessaire pour intégrer cette formation technologique en termes de spécialité. Un bac STI 2D, voilà, quel qu'il soit. Et en termes de candidats et de places, puisqu'on a la question, apparemment la dernière, il y avait 216 candidats, on a eu 216 candidats pour 20 places. Oui, alors effectivement, on espère que le ratio sera, on a toujours envie d'accueillir ces candidats bacheliers STI 2D qui sont souvent d'ailleurs une population qui se freine un peu dans les candidatures vers les écoles d'ingénieurs. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous freinez pas, passer le concours, à un moment ne vous engage à rien, à la rigueur vous fera réfléchir à votre cursus différemment. Donc, n'hésitez pas à candidater. Plus on aura de candidats, c'est aussi le nombre de candidats qui à un moment, permet d'adapter le cursus. Et on vous encourage à ça. Effectivement, 20-25 places pour une population de candidats de 200 élèves l'année dernière, ça vous laisse vos chances. Voilà, ça vous laisse vos chances. Si vous avez l'envie, si vous avez la motivation et que vous avez un dossier correct, vous avez vos chances d'intégrer l'EPF dans ce cursus STI 2D. Alors maintenant, on va vraiment aborder le sujet Parcoursup, qui intéresse beaucoup les étudiants en ce moment. Donc, les règles de base. Alors, donc on laissera évidemment le temps aux questions derrière. C'est bien l'objectif, c'est d'essayer de répondre à vos questions en individuel. Maintenant, un petit point Parcoursup pour vous rappeler les essentiels, les incontournables, on va dire. Donc, cette grosse machine Parcoursup que vous avez commencé forcément déjà à tester en allant consulter la plateforme d'information sur les formations. Et puis voilà, la possibilité 2 est ouverte depuis 2 jours. Et j'imagine que ça ne va être que quelques rappels pour vous, mais c'est jamais mauvais de faire des rappels. Donc, les grandes règles à avoir en tête, effectivement, vous allez pouvoir exprimer sur la plateforme 10 vœux ou vœux multiples maximum parmi l'ensemble des formations qui vous sont proposées sur la plateforme nationale. À l'issue de ces 10 vœux, j'attends la petite animation. Donc, qu'est-ce qu'un vœu multiple? On dit 10 vœux maximum ou 10 vœux multiples maximum. Les vœux multiples représentent les classes prépa, les IUT, les BTS, les écoles d'ingénieurs et également certaines licences. Vous pourrez avoir au total 10 sous-vœux maximum par vœu multiple. Donc, 10 vœux ou vœux multiples. 10 sous-vœux maximum par vœu multiple. Les vœux multiples sont explicités ici. Et enfin, au total, en nombre de sous-vœux, un maximum de 20 sous-vœux sur la totalité de l'ensemble des formations et des campus que vous avez choisis. Alors, pourquoi je dis campus? Parce que la notion de sous-vœux, un moyen facile de comprendre à quoi il correspond, c'est de vous dire, par exemple, l'EPF est une école à 3 campus. Un campus de l'EPF représente un sous-vœu, d'accord? C'est comme ça qu'il faut envisager la notion de sous-vœu. C'est un endroit dans lequel vous allez vous asseoir la rentrée prochaine. Là où le vœu est un type de formation ou un regroupement d'écoles à travers un concours commun. Alors, la dernière information, et non la moindre pour vous, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes probablement intéressé par intégrer l'EPF et passer par le concours à venir. Et donc, la dernière information, c'est que les concours communs d'écoles d'ingénieurs,
merci Lucie, ne représente pas de sous-vœux. Donc finalement, à partir du moment où vous choisissez dans vos 10 vœux sur Parcoursup un concours commun d'ingénieurs, c'est le cas évidemment du concours Avenir, qui représente 7 écoles et 13 campus en tout, et bien vous pourrez cocher potentiellement, si elle vous intéresse, toutes les écoles du concours Avenir et au sein de toutes ces écoles, tous les campus de toutes ces écoles. Ça vous fait quelque part 13 possibilités de formation sans incrémenter ce nombre de sous-vœux qui, malgré tout, est limité à 20 dans Parcoursup. Alors, essayons de mettre un petit peu ça en application parce qu'au-delà de la théorie, c'est souvent les exercices qui font comprendre les choses. On va vous parler de Justine. Donc, je vais laisser Lucie. Voilà. Donc, Justine, depuis le 20 janvier dernier, a pu commencer à exprimer ses vœux sur Parcoursup et voilà, 2 jours après, elle s'y est pris de bonne heure et elle a bien raison. Le plus tôt c'est fait, le mieux c'est. Ce sera déjà une bonne étape de passer pour vous. Donc, Justine choisit un premier vœu multiple. On a vu que les prépas faisaient partie des vœux multiples. Donc, un vœu multiple en prépa, c'est une filière de prépa. Donc, par exemple, la prépa MPSI. Justine donc choisit de candidater en prépa MPSI et elle choisit de candidater dans 5 lycées différents qui proposent une prépa MPSI. Ces 5 lycées différents, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'endroit où potentiellement vous pourriez vous asseoir l'année prochaine à la rentrée représente des sous-vœux. Donc à ce stade-là, Justine, on pourrait dire, a utilisé un des vœux disponibles sous Parcoursup sur les 10 autorisés et 5 sous-vœux sur les 20 autorisés. Parmi ses choix, Justine va également sélectionner un DUT informatique pour lequel elle va choisir 6 établissements différents qui peuvent lui proposer cette formation de type DUT informatique. Elle a donc incrémenté de 1 son compteur de vœux et passe à 2, et par le choix de ces 6 établissements différents, passe son compteur de sous-vœux à 11. Continuons sur les choix de Justine, qui au final choisit le concours Avenir, elle a bien raison, oserais-je dire, et au sein du concours Avenir va choisir 7 campus des écoles du concours Avenir, et vous voyez ici à titre d'exemple que Justine a choisi notamment le PFSO et le PF3. En choisissant le concours Avenir, qui est un vœu multiple supplémentaire, Justine incrémente son compteur de vœux à 3, mais rappelez-vous cette règle très importante, les sous-vœux liés aux écoles d'ingénieurs ne sont pas comptabilisés dans le total des sous-vœux. Donc, le compteur de sous-vœux de Justine reste à 11, là où il était à l'issue du choix du DUT informatique. Justine, enfin, pour finaliser ses vœux, choisit une autre filière de prépa qui représente un nouveau vœu supplémentaire et elle choisit au sein de formation de type prépa PCSI, elle choisit 10 établissements qui peuvent lui proposer donc une première année en PCSI. Justine incrémente son nombre de vœux à 4 et passe, attention, par le choix de ces 10 sous-vœux supplémentaires à 21 sous-vœux. Là, Justine est hors cadre Parcoursup, si on peut dire. Donc, évidemment, la plateforme lui signalera ou vous le signalera si à un moment vous n'établissez pas ce compteur vous-même. Et carton rouge, il y a un sous-vœu en trop. Il faut que Justine renonce à un des sous-vœux qu'elle a choisi sur la totalité des formations. On peut faire l'hypothèse que, par exemple, vu qu'elle en a choisi beaucoup, elle renonce à un des sous-vœux de sa prépa PCSI et donc se retrouve dans le cadre autorisé par Parcoursup. Donc, elle n'a pas dépassé son nombre de vœux ou vœux multiples et elle est à son maximum de nombre de sous-vœux. Voilà, donc en espérant que tout ça vous a éclairé un petit peu. Alors, ça, c'est la phase d'expression des vœux. Vous avez donc jusqu'à mi-mars pour exprimer ces vœux. À la suite de ça, et vous savez que cette année, donc à la suite de la réception des dossiers et des vœux exprimés par les candidats, les écoles, globalement, entre mi-mars et début avril, vont réaliser et mettre en œuvre leur processus de sélection, donc étudier et réaliser des classements sur la base des éléments de vos bulletins, des éléments scolaires que vos établissements auront saisis sur Parcoursup, potentiellement des épreuves. Alors, dans un premier temps, une sélection sur dossier, et puis pour certains concours, comme c'est le cas du concours Avenir, des épreuves écrites qui cette année devraient se dérouler le 25 avril, on l'espère fortement. À partir du 27 mai cette année, merci Lucie, ça change tous les ans, donc on s'y perd. À partir du 27 mai cette année, la plateforme Parcoursup va commencer à vous donner, à l'issue des processus de sélection des différents établissements, des réponses d'admission, de liste d'attente ou de refus. Comment cette phase d'affectation se passe-t-elle? Elle débute le 27 mai, mais évidemment va s'étaler jusqu'à fin août et jusqu'à pas loin de la rentrée des différents établissements dans le supérieur, en tout cas pour ce qui concerne les écoles du concours Avenir. Alors, phase d'affectation. Reprenons maintenant l'exemple de 2 candidats, Adrien et Justine. Premier point très important, avant de passer vraiment sur le détail du process d'affectation, nous avons indiqué ici que Adrien et Justine ont hiérarchisé leurs vœux bien avant le 27 mai.
Et cette hiérarchisation, c'est une hiérarchisation que vous allez faire dans votre tête. À aucun moment, sur la plateforme, vous n'aurez à donner un ordre de préférence aux différents vœux, d'établissement que vous aurez fait. Ce qui est dans l'absolu bien, parce que ça vous laisse du temps pour réfléchir aux choses. Mais attention, l'erreur que vous pourriez commettre, c'est d'attendre le 27 mai, quand les réponses d'admission vont tomber, pour vous dire, mais au fait, j'ai mis tous ces vœux-là, mais je ne me suis pas vraiment intéressée aux différents établissements, je n'ai pas bien cerné les formations, je ne suis pas forcément allée sur les JPO, et là, je vais devoir faire un choix sur les propositions qui me sont faites, mais je n'ai pas réfléchi, je ne me suis pas suffisamment informée pour faire un choix raisonné. Donc, le plus grand conseil qu'on peut vous donner dans cette procédure Parcoursup, même si cela ne vous est pas imposé par la plateforme, ayez en tête, et c'est pour ça qu'on l'écrit comme ça, une hiérarchisation de vos vœux. C'est dès maintenant, c'est entre maintenant et les semaines qui viennent. Vous avez tout un tas de JPO, d'événements digitaux qui se passent dans toutes les écoles pour vous informer sur les formations, sur les cursus, comme on a pu le faire juste précédemment. Et vous devez, au moment où les réponses vont arriver, en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne, vous êtes fait, limite un petit papier, où vous avez hiérarchisé vos vœux. Voilà, la plateforme ne vous demandera pas, mais si tout ça est très clair dans votre tête, au moment où les réponses vont tomber, vous allez voir que vous allez devoir donner des réponses vous-même d'acceptation de ces propositions d'admission très rapidement. Donc, si ce choix dans votre tête, il est fait, les choses se dérouleront très simplement. Donc, on va faire l'hypothèse que Adrien et Justine ont réfléchi à la hiérarchisation de leurs vœux et ça va largement leur faciliter les réponses qu'ils vont devoir donner pendant cette phase d'affectation. Donc, on imagine qu'Adrien a fait 4 vœux hiérarchisés de la façon suivante, ce serait en tout cas sa préférence, le PFSO en vœu 1, une prépa en vœu 2, les ITC Caen, qui est une autre école de concours à venir, en vœu 3, et l'INSALU en vœu 4. Justine, elle, a choisi 2 prépas comme vœu 1 et 2, le PFSO en vœu 3, et puis un IUTA en vœu 4. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comme je vous le disais, le 27 mai, première réponse qu'on appelle le premier appel Parcoursup. Vous allez avoir des premières réponses d'admission des établissements. Qu'est-ce qui se passe pour Adrien? Adrien est un tout petit peu déçu quand même parce qu'il n'a pas au premier appel son vœu préférentiel qui était le PFSO, mais il n'est malgré tout pas refusé, il est en liste d'attente. Il est admis dans sa prépa, qui était son vœu 2, admis à l'ITC Caen et en liste d'attente à l'INSA Lyon. Justine, elle, qui est une très bonne élève, est admise en prépa A et en prépa B et en prépa A, qui étaient ses 2 vœux principaux. Elle est notamment admise dans son vœu hiérarchisé 1 dans sa tête. Elle est également admise à l'EPFSO et refusée à l'IUTA. Étape suivante. Alors, vous voyez ici que ces candidats auront à répondre, que ce soit Adrien ou Justine, au plus tard le 31 mai. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il est important de hiérarchiser vos vœux dans votre tête au préalable, parce qu'une fois que ces premières réponses d'admission seront arrivées, vous n'aurez en début de procédure que 5 jours pour y répondre. Les règles que vous devez avoir en tête, c'est que si vous êtes admis à plusieurs endroits, vous ne pourrez garder, dans le délai de 5 jours qui vous est imposé, qu'une proposition d'admission. Donc, à un moment, dans ces 5 jours, typiquement, Adrien va devoir se décider sur son admission à la prépa A ou sur son admission à les ITC Caen. D'où l'importance d'y avoir pensé avant et de s'être renseigné sur ces 2 établissements. Donc, Adrien, assez logiquement, compte tenu du fait qu'il avait bien réfléchi à sa hiérarchisation, dit oui et dit vous m'admettez à la prépa A et moi je vous dis je viendrai, c'est vous que je veux. Par défaut, toutes les admissions qu'il ne garde pas le démissionnent automatiquement. L'autre règle, en gros, une manière de le dire, c'est que si vous avez plusieurs propositions d'admission, vous ne pourrez en garder qu'une seule et donc donner une seule réponse positive d'acceptation. Concernant les listes d'attente, vous aurez la possibilité, par contre, tout au long de la procédure, de les garder. C'est-à-dire que si Adrien veut vraiment intégrer le PFSO, il est en liste d'attente et autant de temps durera la procédure, il pourra attendre éventuellement que le PFSO l'appelle pour voir si au final de la procédure, il aurait été intégré. Alors le petit conseil que je peux vous donner quand même, c'est que attendre, c'est bien, mais des fois, on n'a aucune chance d'être admis dans une formation. Donc, il est important dans ces cas-là d'appeler l'établissement pour dire, voilà, j'ai vu que j'étais en liste d'attente, est-ce que vous pouvez me donner une idée des chances d'admission que j'ai? Parce que garder une liste d'attente en sachant qu'on n'a aucune chance d'être admis, c'est bloquer le système pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui est embêtant pour tout le monde et vous pouvez vous-même en pâtir si l'ensemble des candidats raisonnent comme ça. Donc, Adrien, évidemment, garde dans un premier temps, en tout cas, sa liste d'attente à l'EPF et donc automatiquement démissionner les autres formations. Justine, logiquement, évidemment, répond oui à son vœu 1 qui était la prépa B et est donc automatiquement démissionnée de la prépa A et de l'EPFSO à laquelle elle était admise. Elle était refusée à l'IUTA, donc elle n'a pas de réponse à donner. Continuons. Qu'est-ce qui s'est passé? Adrien était en liste d'attente à l'EPFSO, mais
Justine, elle, en acceptant la proposition à la prépa B, a libéré une place à l'EPFSO. Dans l'hypothèse où Adrien était situé dans le classement juste derrière Justine, c'est une hypothèse évidemment, cette place est libérée et est donc proposée dès l'appel suivant, dès que Justine a donné sa réponse le 28 mai, le lendemain matin, cette proposition d'admission est donc proposée à Adrien, qui est désormais admis à l'EPFSO et avait dit oui à la prépa A. À l'issue de ça, Justine va être affectée effectivement dans la prépa B qu'elle avait choisie comme vœu 1, et Adrien, qui répond quelques jours plus tard, encore une fois, ce délai est important, évidemment, est super content parce qu'il aura réussi à obtenir son vœu 1 et répond oui donc à l'EPFSO, ce qui le démissionne automatiquement des autres propositions d'admission. Adrien sera finalement le 31 mai, quelques jours plus tard, affecté à l'EPFSO. Voilà, donc vous avez là l'ensemble des règles à connaître. Vous êtes admis à plusieurs endroits, vous ne pouvez garder qu'un seul oui. Vous avez plusieurs listes d'attente, vous pouvez les garder tout au long de la procédure. Attention, j'ai oublié de le préciser, elles ne seront conservées sur la plateforme et elles ne vous seront gardées que si vous les recochez systématiquement à chaque appel. Elles ne sont pas automatiquement reconduites, c'est à vous de faire le choix des listes d'attente que vous souhaitez garder d'un appel à l'autre. Ayez bien en tête les délais de réponse parce que c'est bien ça la difficulté, c'est qu'on vous demande de répondre à ces propositions d'admission très rapidement. Vous aurez 5 jours pour répondre en tout début de procédure, sur la première semaine globalement. Dès la deuxième semaine, plus que 3 jours pour répondre. Et pour le coup, vraiment en fin de procédure à partir d'août, vu que les rentrées approchent, vous n'aurez plus qu'15 jours pour répondre à de potentielles nouvelles propositions d'admission. Alors, on a des questions, notamment sur le concours à venir. Quand est-ce que l'on sait si on doit passer le concours à venir ? Passer les épreuves. Alors, comme je vous le disais, globalement, nous allons recevoir en tant qu'établissement et le concours à venir vos dossiers de candidature globalement début avril. Le temps est de générer un classement sur la base des éléments qui sont fournis sur Parcoursup. Donc, vous voyez que le délai est court. Nous, on a des informations vers le 8-9 avril. Les épreuves du concours à venir sont le 25 avril. Le temps que l'algorithme soit mis en... L'algorithme est prévu avant, évidemment, mais le temps qu'il se mette en œuvre, qu'un jury se réunisse, parce qu'il y a une intervention humaine, évidemment, dans les décisions, vous aurez connaissance de votre statut de grand classé, c'est-à-dire je n'ai pas à passer les épreuves écrites, ou de votre statut je dois passer les épreuves écrites à peu près une semaine avant les épreuves écrites elles-mêmes. Alors, tu parles des grands classés. Là, on a un cas d'une personne qui est dans un lycée sélectif et dans une classe à très haut niveau. Est-ce que, du coup, ça va le pénaliser d'être dans une classe à haut niveau? Est-ce que ça va avoir un impact sur l'étude de son dossier, etc. Alors, je ne connais pas le prénom de la personne. C'est anonyme. C'est anonyme. Bon, anonyme, alors, je vous réponds, mais certainement beaucoup d'entre vous se posent la question. Soyez rassurés sur ces cas-là. Dans l'algorithme qui va classer les candidats sur la base des éléments du dossier, nous avons connaissance de votre lycée et effectivement, les lycées qualifiés des fois de difficiles, d'élitistes globalement, sont pris en compte dans effectivement l'étude de dossier. Alors, de manière relativement faible, entre guillemets, mais sont pris en compte. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes dans un lycée élitiste, on va savoir identifier que votre 12 de moyenne en maths est probablement un meilleur 12 que le même 12 dans un lycée qui est moins élitiste. Ça, on le voit, et on le voit sur la base du lycée dans lequel vous êtes, et sur quels éléments on se base pour dire qu'un lycée, et pour savoir qu'un lycée est un lycée qui va peut-être noter de manière plus difficile, et bien tout simplement sur des données qui sont utilisables et qui sont la réussite au bac des lycées sur les 3 dernières années. Voilà, globalement. Donc, un lycée, un lycée de niveau avec une bonne réussite sous-entend souvent effectivement une notation des fois un peu plus difficile. Donc, c'est effectivement pris en compte. Voilà. Maintenant, ne vous inquiétez pas. La seule, je dirais, chose peut-être qui peut vous arriver, c'est qu'effectivement, si ce lycée très élitiste génère chez vous des moyennes peut-être un petit peu plus faibles, eh ben, ça va peut-être vous éloigner du statut de grand classé, mais vous serez de toute manière très bien préparé et par le biais des épreuves, vous allez regagner un nombre de places très significatif au sein du concours. Il y a encore un cas de moyenne. Quelle moyenne il faut pour intégrer le PFSO? Alors, c'est très difficile de raisonner en moyenne. On ne peut pas vraiment vous donner de réponse là-dessus. Il est évident que
en candidatant au concours Avenir, qui représente un ensemble d'écoles d'ingénieurs, y compris l'EPF, vous vous apprêtez à entrer dans des formations à dominante scientifique, alors avec tout un tas de compétences transversales qui sont valorisées dans l'étude du dossier également, mais globalement, on va regarder quand même d'assez près pour vous, dans vos dossiers, vos compétences en maths, vos compétences en sciences, alors en physique seulement, mais dans d'autres sciences comme les sciences de l'ingénieur, la SVT ou le numérique. Et il est évident que ces notes et la réussite que vous pouvez avoir dans votre lycée sur les matières scientifiques sont importantes dans votre capacité à intégrer une école comme l'EPF. Donner des moyennes, c'est très compliqué. Sur la même base de ce que je disais précédemment, vous pouvez nous dire aujourd'hui, mais moi j'ai une moyenne de 12 globalement en sciences, est-ce que ça me permet de rentrer à l'EPF? J'ai envie de vous dire, tout dépend de ce 12. Est-ce que ce 12 est dans un très bon lycée? Est-ce que ce 12 est à comparer à une moyenne de classe de 14 ou à une moyenne de classe de 10? Auquel cas, ce n'est pas du tout la même chose. Donc une moyenne, c'est compliqué. Mais je pense que vous savez de manière très pertinente vous situer par rapport à votre classe sur le domaine des sciences et puis de manière générale par rapport à votre moyenne générale. Et que voilà, un élève qui à un moment est correctement situé dans sa classe, dans la moyenne de sa classe, a toutes les chances d'intégrer l'EPF ou certaines écoles du concours Avenir. Comme tu as pu l'expliquer, le concours Avenir, c'est un concours commun à plusieurs écoles. Est-ce que de ce fait, on peut être admis dans toutes les écoles ou dans un certain nombre d'écoles? Ça va dépendre de votre classement au concours, forcément. Donc, vous allez émettre des vœux, vous allez passer le concours, études de dossier, potentiellement les épreuves, et à l'issue de ça, un classement général de tous les candidats du concours Avenir, et qui est un classement unique, sort de toute cette analyse. Au regard de vos vœux, et c'est évidemment la question de l'offre et de la demande, selon la demande dans une école ou une autre cette année, et selon votre rang au classement du concours Avenir, vous intégrerez ou non telle ou telle école. Voilà. C'est vraiment très dépendant de votre rang et très dépendant de vos vœux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Les grandes règles qu'on pourrait généraliser, c'est de dire les tout premiers du classement du concours Avenir, les grands classés, tous ces candidats qui effectivement ont de très bons dossiers, ont de très fortes chances de pouvoir intégrer toutes les écoles du concours Avenir. C'est vrai pour les grands classés. Et une autre question, du coup, concernant la situation sanitaire à l'heure actuelle, est-ce que les épreuves écrites sont maintenues? Qu'est-ce qui a été fait l'année dernière? Quid de cette année de ce fait? Alors, c'est une très bonne question. Donc, de manière très claire aujourd'hui, le concours Avenir est le seul concours concours commun d'école d'ingénieurs qui a maintenu ses épreuves écrites. Pourquoi? Alors, pour une raison qui est celle d'optimiser les chances pour tous les candidats. C'est qu'aujourd'hui, compte tenu de la crise sanitaire de l'année dernière, beaucoup de candidats nous disent « mais moi, mon dossier, la formation à distance ne m'a pas permis d'avoir un dossier qui est à l'image de ce dont je suis capable. Cette année, c'est pareil. Potentiellement, dans certains lycées, la formation se fait partiellement à distance, dans beaucoup de lycées d'ailleurs. Donc, mon dossier ne reflète pas mon niveau. » Et donc, c'est pour ça que le concours Avenir a voulu maintenir, et le seul, alors c'est compliqué, parce que des règles sanitaires très complexes à mettre en œuvre, etc., mais c'est faisable. Le concours Avenir a décidé de maintenir ses épreuves pour tous ces candidats qui se disent aujourd'hui, mais moi, donnez-moi la chance d'aller passer des épreuves pour montrer mon vrai niveau. Donc, la situation actuelle, au jour d'aujourd'hui, c'est oui, les épreuves sont encore maintenues. Elles ont lieu le 25 avril, donc on est encore suffisamment en amont du 25 avril pour se dire qu'elles ont une chance d'être maintenues. Et au jour d'aujourd'hui, elles sont absolument maintenues. Voilà, maintenant, on est hélas, comme tout le monde, pas devin pour ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Mais c'est important, effectivement, que vous sachiez ce qui va se passer pour vous si ces épreuves ne peuvent pas se dérouler. Et vous le saurez donc début mars, parce qu'à un moment, la procédure Parcoursup a imposé aux établissements de prendre une décision, ce qu'on appelle un plan B cette année, en cas de non-possibilité de maintenir les épreuves initiales. Et dans ce cas-là, si les épreuves du concours Avenir le 25 avril ne peuvent pas avoir lieu, le classement sera réalisé uniquement sur l'étude de dossier, ce qui avait été fait l'année dernière. Donc finalement, on sait le faire. C'est-à-dire que si on a le choix, on utilisera les épreuves, mais évidemment, si les épreuves ne peuvent pas avoir lieu, on se ramènera à une étude de dossier qui sera largement complétée par rapport à des éléments supplémentaires pris en compte au sein de la fiche à venir et sur des aspects plus précis encore de l'étude de votre dossier. On parlait encore des moyennes pour intégrer le PFSO, par exemple. Pour le cas des STI2D, est-ce que la moyenne est la même? C'est le même système d'étude de dossier, donc on ne peut pas trop donner de moyenne pour intégrer, ou là, on a plutôt des données pour savoir, voilà, je sais que j'ai 14 en moyenne, j'ai des chances d'intégrer la formation technologique. Je vais vous donner la même réponse que pour les bacs généraux. De raisonner en moyenne est très compliqué, mais il y a une particularité pour les bacheliers STI2D, donc une étude de dossier
qui rend effectivement le candidat admissible ou non à un entretien. C'est-à-dire qu'au sein du processus de sélection des bacheliers STI 2D, certains n'auront pas la possibilité d'aller passer l'entretien. Les dossiers qu'on estime vraiment être trop fragiles pour intégrer une formation d'ingénieur. L'idée, c'est pas non plus de prendre tout le monde et de rendre tout le monde admissible parce que voilà, il y a certains candidats dont on sent que le profil est pas le bon. Tous ceux qui, à un moment, seront retenus pour un entretien auront à passer le 17 avril prochain un entretien d'admission qui est un entretien de motivation. Donc, contrairement aux bacs généraux, on ne retourne pas dans des épreuves liées à des disciplines scientifiques ou autres, mais c'est un entretien de motivation. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, entamer un cursus ingénieur après un bac STI 2D, c'est un travail important et à travers cet entretien de motivation, on va davantage essayer de cerner votre projet, pourquoi finalement, vous êtes parti au lycée quelque chose d'un peu technologique et que vous voulez revenir à un cursus qui se veut un petit peu plus théorique. Et on va essayer d'évaluer votre capacité de travail, d'organisation pour voir à un moment quelle chance vous avez de bien réussir ces études-là. L'idée, évidemment, étant d'admettre des candidats qui réussiront derrière et de ne pas admettre des candidats qui, de toute manière, seraient mis en difficulté. Donc, encore une fois, je ne réponds pas par rapport à la moyenne, parce qu'un bachelier STI 2D, je ne sais pas, qui a une moyenne générale de 10, qui dans les matières plutôt scientifiques tourne à 10 aussi, s'il a la motivation, s'il a le projet, si les appréciations de ses professeurs sont très bonnes dans son bulletin, parce qu'elles sont lues une à une dans l'étude de dossier, et bien ce candidat-là a ses chances d'intégrer l'EPF dans la formation technologique. Oui, absolument. Donc là, on va aborder le petit rappel du calendrier Parcoursup. Alors, effectivement, quelques dates à avoir en tête. Certaines sont déjà passées maintenant. Bon, le 20 janvier, je pense que vous l'aviez vous-même largement en tête, ouverture des vœux sur Parcoursup, qui s'achèvera le 11 mars avec la fermeture des candidatures. Le 8 avril, comme je vous le disais tout à l'heure, date limite pour compléter les dossiers. C'est la date à laquelle nous, établissements, nous récupérons les informations pour classer les candidats. Donc du 8 avril globalement à mi-mai. Et puis, à partir du 27 mai, premier résultat, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la procédure d'affectation, jusqu'à ce qu'on appelle la fin de la première phase, entre guillemets, qui est le 16 juillet, la phase principale, excusez-moi, où effectivement la majorité des réponses ont été données aux candidats en général. On a parlé des sous-vœux tout à l'heure, je rebondis. Le PEP, ça fait comme si c'était 3 sous-vœux. Est-ce que si on est pris dans un campus qui est loin de chez nous, il y a une possibilité de mobilité intercampus pour se rapprocher pendant le cycle licence? Effectivement, par le biais de la procédure Parcoursup, vous serez admis sur un campus et vous devrez réaliser votre cycle licence les 3 premières années sur ce même campus. Donc, une possibilité de mobilité entre, je ne sais pas, par exemple, Sceaux et Montpellier entre la première et deuxième année, non, ce n'est pas le cadre de l'EPF, sauf exception très personnelle qui le justifierait, mais non, ce n'est pas, réglementairement, ce n'est pas possible. Par contre, et ça c'est très important que vous l'entendiez, vous démarrez votre scolarité sur le campus de Troyes et par contre, en intégrant l'EPF, votre premier souhait, et vous avez fait le choix de l'EPF parce que votre envie, c'était d'intégrer la majeure aéronautique et espace qui se déroule sur le campus de Sceaux à partir de la 4e année, le fait que vous ayez commencé votre cycle licence sur le campus de Troyes n'a aucune influence sur à un moment la majeure derrière. Donc un étudiant de Troyes a tout autant accès à toutes les majeures de Sceaux qu'un étudiant de Sceaux. Il n'y a aucun lien entre le site du cycle licence et les majeures. Toutes les majeures sont ouvertes à tous les étudiants des 3 campus de 3e année sans aucune restriction. C'est pour ça que je vous disais ce qui se passe parmi nos élèves, c'est que on a des étudiants de Troyes qui ont démarré à Troyes, qui sont restés 3 ans, et puis qui disent moi je veux faire la majeure aéronautique et espace de Sceaux. Donc ils refont leur valise et ils viennent les 2 dernières années sur le campus de Sceaux. Et ça marche entre les 3 campus comme ça. Par contre, au sein du cycle licence, vous passerez votre cycle licence au sein du campus que vous aurez intégré en première année. Alors, on va présenter toutes les admissions possibles en première année au sein de l'EPF. Alors, effectivement, donc on a déjà évoqué un certain nombre de choses. Vous avez compris, je pense, que si vous voulez intégrer, on passe, je dirais là, sur l'aspect un petit peu multiformation de l'EPF. La majorité de places offertes à l'EPF concerne la formation généraliste d'ingénieur à l'issue d'un bac général qu'on a déjà largement évoqué depuis le début de cette présentation. Vous avez compris que vous pouvez entamer ces études dans la formation généraliste sur les 3 campus. Vous avez ici le nombre de places qui s'affichent pour la rentrée prochaine. Le campus de Sceaux accueille historiquement des promotions plus importantes que les campus de province. Donc 185 places sont ouvertes sur le campus de Sceaux pour la rentrée 2021, 85 à Troyes et 75 sur le campus de Montpellier. Ça, ce sont pour les bacheliers bac général.
Pour les bacheliers STI2D, vous avez également compris, on l'a mentionné, que vous intégrerez l'EPF dans ce cursus particulier dédié aux bacheliers STI2D qui n'existe que sur le campus de Montpellier et pour lequel 20 places sont offertes cette année. Alors, je l'ai déjà évoqué dans la présentation, maintenant vous avez compris que la formation est la même sur les 3 campus, que quel que soit le campus sur lequel vous démarrez, vous pouvez intégrer n'importe quel majeur derrière. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, si vous êtes intéressé par l'EPF, une majeure ou une autre, j'ai envie de dire peu importe le campus, choisir les 3 campus pour vos vœux dans Parcoursup ne vous compte pas de sous-vœux supplémentaires et à un moment vous permettra clairement d'optimiser vos chances d'intégrer l'école. Alors, le concours à venir, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais on va rentrer plutôt dans le détail, notamment l'étude de dossier et les épreuves écrites. Alors, on a parlé effectivement un petit peu de l'étude de dossier, première étape du processus de sélection, hein, dans l'hypothèse où les épreuves se réalisent. Qu'est-ce qu'on va regarder dans votre dossier sur Parcoursup pour vous classer dans un premier temps? On va regarder vos notes de première et de terminale, donc pas celles de seconde, hein, typiquement uniquement première et terminale, et puis on va aussi regarder l'ensemble des éléments qui sont dans la fiche à venir. En termes d'épreuves, donc ça c'est sur la partie contrôle continu, en termes d'épreuves, on va regarder vos notes d'épreuves communes 1 et 2, donc dans tout ce qui est matière commune, hein, l'histoire géo, ça c'est pour, vous voyez qu'au sein d'un concours d'écoles d'ingénieurs, certes, comme je vous le disais tout à l'heure, les matières scientifiques vont avoir un poids et un poids évidemment important, mais à un moment, un profil de candidat qui est aussi homogène, qui est aussi travaille aussi sérieusement dans des matières comme l'histoire, comme les langues, etc. Voilà, les profils scientifiques nous intéressent, mais les profils complets nous intéressent d'autant plus. Donc, on va regarder les notes d'épreuves communes 1 et 2 en première des matières de tronc commun, l'histoire géo, l'enseignement scientifique, les langues vivantes, et puis également la spécialité que vous abandonnerez en fin de première. En termes d'épreuves de terminale, excusez-moi, pour la première, on conservera aussi, on regardera vos notes au bac de français. Et enfin, on regardera dans l'étude de dossier vos notes aux épreuves d'enseignement de spécialité de terminale qui n'apparaissent pas là, mais elles devraient. Alors, cela étant dit, c'est peut-être un mal pour un bien. Vous avez peut-être tous, et j'imagine que vous suivez ça de près, entendu que notre ministre aujourd'hui a annoncé que les épreuves communes, que les épreuves de spécialité de terminale ne seraient pas maintenues et que du coup seraient remplacées par les notes dans vos spécialités de terminale en contrôle continu. Donc par le fait, le transparent est désormais juste. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, évidemment votre niveau dans les spécialités que vous avez choisies en terminale seront évidemment pris en compte sur la base du contrôle continu que vous aurez eu au premier et deuxième trimestre. Dans cette étude de dossier, on regarde aussi un certain nombre d'autres éléments. Le lycée de provenance, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait que vous pouvez être sportif de haut niveau. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, une note en elle-même, une note absolue, n'a pas vraiment de représentation. La valeur d'une note est toujours regardée par rapport à la moyenne de la classe ou par rapport au groupe de spécialités, puisque maintenant les spécialités existent. Alors, pour les terminales générales, donc à l'issue de ce classement sur les éléments mentionnés ci-dessous, nous allons donc définir un premier classement qui va nous permettre de définir ce qu'on appelle les grands classés. Donc, vous avez compris que ces grands classés sont les meilleurs candidats suite à l'étude de dossier. Et ces grands classés n'auront pas, eux, à aller passer les épreuves du concours à venir. Alors, on nous pose souvent la question tous les ans de dire mais un grand classé, voilà, c'est combien de moyenne en maths, combien de moyenne en physique. Et encore une fois, c'est toujours compliqué de répondre en termes de moyenne. Ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui, alors le grand classé, si on veut quand même lui donner une définition, c'est un candidat qui globalement va être 2 ou 3 points au-dessus de la moyenne de sa classe dans les matières scientifiques et de manière générale. Voilà, c'est peut-être la meilleure manière de le représenter pour vous dire que le positionnement dans la classe est important. Et une autre image qu'on peut vous donner des grands classés, c'est que, alors vous ne le savez pas maintenant, mais on a en général, on a plaisir à vous dire que si vous êtes grand classé et que vous avez cette nouvelle quelques jours avant les épreuves du concours à venir, vous avez de fortes chances statistiquement, parce qu'on regarde ça tous les ans évidemment, entre notre définition propre des grands classés et la réussite au bac, et ben annuellement, tous les ans, on fait nos petites stats et on a globalement 80%, 94% donc globalement d'entre des grands classés qui ont une mention bien ou très bien au bac. Donc, je vous souhaite à tous d'être grands classés et ça vous laisse une bonne probabilité d'avoir une mention au bac, à vérifier.
Pour tous les autres, donc une fois ces grandes classes est défini, pas d'épreuve. Pour tous les autres, et j'insiste bien sur ce point-là parce que c'est important, le concours Avenir veut donner sa chance à tous et à un moment, tous les autres, même les dossiers qu'on pourrait considérer les plus faibles, auront leur chance de remonter dans le classement à travers la possibilité de passer ces épreuves écrites qui auront donc lieu le 25 avril. Ces épreuves, elles sont au nombre de 3 cette année. Elles sont toutes de type QCM, à points négatifs et points positifs, hein, pas de stratégie de hasard possible. Ce serait pas très pertinent. Vous aurez une épreuve de maths basée sur le programme de spécialité maths de terminale, COEF6, qui est faite de 45 questions. Vous aurez une épreuve de sciences faite de 30 questions qui comptera COEF4, on va la détailler juste après, et une épreuve d'anglais de 45 questions, coefficient 2. Vous êtes des bons scientifiques, donc vous voyez qu'à travers les coefficients qui vous sont proposés là, dans le classement final, finalement l'étude de dossier aura compté pour 60% et les épreuves pour 40%. Pourquoi bon, c'est l'inverse, excusez-moi. Les épreuves pour 60% et le dossier pour 40%. Pourquoi cette proportion, entre guillemets? Encore une fois, pour respecter cette idée que j'ai déjà énoncée tout à l'heure, qui est de dire l'idée est de laisser à tous une chance, par le biais des épreuves, qui pour le coup sont les mêmes pour tous, à la même date, de laisser à tous une chance d'intégrer une des écoles du concours Avenir. Donc on donne plus de poids aux épreuves parce qu'elles mettent tout le monde à même niveau d'égalité et qu'un dossier, si vous considérez votre dossier moyen, voire faible à l'issue de l'étude de dossier, eh ben, en préparant bien vos épreuves, et on va voir aussi qu'il y a différents moyens de les préparer, vous avez toutes les chances, par le biais de cette proportion de 60% sur les épreuves, de remonter votre classement et donc d'intégrer une des écoles du concours Avenir. Alors, une question simple, comment on s'inscrit au concours Avenir et quelle est la date butoir? Alors, le concours Avenir est évidemment, c'est intrinsèque à tout ce qu'on a pu dire là, présent sur la plateforme nationale Parcoursup. Donc, en fait, la manière dont ça va se passer pour vous, vous allez sur la plateforme Parcoursup, vous recherchez, si c'est l'EPF qui vous intéresse, une formation de l'EPF, donc l'EPF formation généraliste Campus de Sceaux, par exemple, ou Campus de Troyes, peu importe, tous les trois, si vous avez bien compris mon message. Et par ce biais-là, vous allez cocher le vœu EPF Sceaux 3 Montpellier et par ce biais-là, cela va induire automatiquement votre candidature au concours Avenir. C'est l'expression de vos vœux qui implique le processus de sélection derrière. On parlait de l'étude de dossier. Si on est en section européenne, est-ce que ça fait du bonus à notre dossier? La section européenne, oui, est regardée comme un élément favorable dans l'étude de dossier, absolument. Très bien. Une autre question qui n'a pas à voir avec le concours, mais qui est intéressante également, c'est quel est le pourcentage d'étudiants qui passent de première année à deuxième année? Alors, la chose à bien comprendre, c'est que vous n'entrez pas, le concours que vous passez, vous le rentrez pour intégrer l'école. Une fois que vous avez intégré l'EPF, ce qu'on va vous demander, évidemment, c'est d'atteindre un certain niveau en fin de chaque année pour passer en année supérieure. Ce niveau, globalement, si on veut vous en donner une image, imaginez qu'il va falloir que vous obteniez 10 dans tous les grands champs disciplinaires qu'on a évoqués tout à l'heure, les maths, la physique, les sciences de l'ingénieur, le numérique et les sciences humaines et sociales. Ça, c'est le profil généraliste de l'ingénieur EPF. Et si on veut donner une image, c'est vraiment un résumé que je vous fais là, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Si globalement, vous obtenez 10 sur 20 dans chacun de ces grands champs disciplinaires, vous allez passer en année supérieure. Donc, ce n'est pas un système de quotas. Si 100% des élèves valident les éléments, le niveau qu'on leur demande d'attendre, tout se passe en année supérieure. Il n'y a pas de quota, mais globalement, hélas, dans les faits, certains d'entre vous se trouvent en difficulté pour atteindre des fois ce niveau attendu. Et globalement, l'ordre de grandeur à l'EPF, le taux de passage de première année en deuxième année, je dirais de 85%, entre 85 et 85% à peu près. C'est l'ordre de grandeur qu'on a à peu près tous les ans. Parmi ceux, hélas, qui ne sont pas dans ces 85%, il existe évidemment une possibilité de redoubler. On a parlé de la pondération et on parle justement des sportifs de haut niveau. Et pour être sportif de haut niveau, est-ce qu'il faut absolument être sur liste ministérielle ou pas? Oui, dans le Parcoursup, si vous êtes sportif de haut niveau, vous devrez le déclarer pour que ce soit vu dans l'étude de dossier. Et c'est effectivement associé à la justification du statut officiel et ministériel du statut de sportif de haut niveau. Et on vous demandera une attestation pour ça sur Parcoursup. Les STI2D, 17 avril. Alors, petite particularité pour les STI2D, donc pas d'épreuve écrite, mais comme on l'a dit tout à l'heure, une étude de dossier qui est très similaire à celle des bacs généraux et, si admissibilité, un entretien de motivation
le 17 avril pour tous les candidats dans différents centres en France, dans différents centres notamment des écoles du concours à venir. Et si jamais, encore une fois, ces entretiens de motivation ne peuvent se réaliser en présentiel sur les campus, ils seront maintenus, mais ils seront maintenus à distance. On a une question concernant le tiers-temps. Est-ce que l'EPF tient en compte les critères de tiers-temps dans les épreuves, même au moment du concours? Est-ce que ce tiers-temps est appliqué à l'EPF et lors du concours? Alors, à l'EPF, absolument, ce tiers-temps est pris en compte. Il existe à l'EPF même une personne référente handicap et pour des pathologies un petit peu particulières que certains d'entre vous connaissent bien. Et effectivement, donc, le tiers-temps pendant les évaluations est quelque chose de possible tout au cours de votre formation. Au sein pour le concours à venir, le tiers-temps est également pris en compte. Pour plus de détails, connectez-vous sur le site du concours à venir et vous aurez les éléments d'explication sur la manière dont c'est mis en œuvre pour les épreuves. On a parlé des terminales générales, il y a les options qui existent. Est-ce que les maths expertes favorisent-elles un candidat? Alors, 2 éléments de réponse à cette question. Premier point, si vous avez choisi maths experte en terminale, vous avez bien fait, parce que ça va optimiser vos chances de réussir les épreuves si vous les passez, premier point très important, et ça va surtout optimiser et faciliter votre réussite en école d'ingénieur derrière. Donc surtout, voilà, rappelez-vous bien ça, quand on veut entamer des études d'ingénieur, avoir choisi maths experte, c'est un très très bon choix. Maintenant, non, les maths expertes et cette option n'est pas prise en compte favorablement dans l'étude du dossier. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le concours à venir, dans son mode de raisonnement général, vous l'avez entendu plusieurs fois, essaye vraiment de mettre les candidats au même niveau d'égalité et qu'on sait que tous les lycées ne proposent pas cette option maths experte et que pour que tout le monde soit à même niveau de chance pour le concours à venir, le concours a décidé de ne pas prendre en compte favorablement cette option. Voilà, donc elle vous sera très clairement utile dans un parcours d'ingénieur pour les épreuves, mais afin que tous les candidats, voilà, parce qu'un candidat qui est dans un lycée qui ne propose pas l'option maths experte, on ne veut pas le désavantager par rapport à un lycée qui le propose, tout simplement. Et donc, on est toujours dans l'étude de dossier. Quel est le pourcentage que représentent les notes obtenues en première par rapport aux notes de terminale? Sachant qu'on a bien sûr 3 trimestres en première, alors qu'en terminale, on n'en a que 2. Quel est le poids? Oh là là, je ne sais pas vous dire ça comme ça. Je n'ai pas d'ordre de grandeur en tête. Mais globalement, je ne peux pas vous dire. Je dirais équivalent. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, ce ne serait pas très différent. Là, pour plus de précision, n'hésitez pas à contacter le concours à venir. Les épreuves. L'épreuve de sciences. On a donc évoqué ces 3 épreuves du concours à venir, maths, sciences et anglais. Détaillons un petit peu cette épreuve de sciences. Évidemment, alors vous avez sûrement déjà, si vous avez été regarder un petit peu les écoles du concours à venir et les modalités de sélection qui sont indiquées sur la plateforme Parcoursup, vous avez vu que vous avez un certain nombre d'indications sur entre guillemets, les meilleurs parcours à choisir en première et terminale pour candidater au concours à venir. Et vous aurez compris que puisqu'il existe une épreuve de maths basée sur le programme de la spécialité maths de terminale, choisir spécialité maths en terminale n'est pas obligatoire pour passer le concours à venir, mais va grandement vous faciliter la réussite à l'épreuve de maths. Maintenant, vous verrez aussi donc, sur les modalités de sélection générale du concours à venir, qu'il vous est fortement recommandé en terminale de suivre une 2e spécialité scientifique pour optimiser vos chances de réussite. Donc certains d'entre vous ont peut-être choisi physique en 2e spécialité, sciences de l'ingénieur, numérique ou SVT, qui sont dans notre vision d'école d'ingénieur, évidemment les différentes spécialités scientifiques que vous pouvez choisir. Donc, une 2e spécialité scientifique qui sera différente pour chacun d'entre vous. Cette épreuve de sciences, finalement, elle va vous permettre de vous exprimer à travers la 2e spécialité scientifique que vous avez choisie en terminale. Le sujet va ainsi être fait. Il va vous proposer finalement 4 sous-sujets, mais l'idée est évidemment que vous vous orientiez vers la spécialité que vous avez choisie en terminale. Donc, si vous avez choisi la spécialité physique en terminale, vous allez vous orienter vers le sujet de physique qui est fait de 30 questions. Idem pour la SI, idem pour le numérique, idem pour la SVT. Maintenant, le concours à venir s'est vraiment attelé dans sa réflexion à être dans le respect de cette réforme du bac qui est une réforme très clairement qui dit, mais voilà, regardons l'ouverture des profils.
Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont effectivement des candidats avec un profil scientifique ouvert. Et au-delà de ces 30 questions qui sont en lien avec la spécialité que vous aurez choisie en terminale, vous aurez la possibilité, parmi 9 questions bonus, dans les 3 autres spécialités que celles qui constituent votre spécialité de choix, la possibilité de répondre à 6 questions bonus qui vont pouvoir permettre d'optimiser votre note par rapport aux 30 questions liées à votre spécialité. Donc, si on prend par exemple l'exemple de physique, vous aurez à répondre à tant de questions de physique, spécialité que vous avez choisie, et puis vous seront proposées 9 questions bonus, 3 de numérique, 3 de sciences de l'ingénieur et 3 de SVT. Vous avez la possibilité de répondre à 6 de ces questions, celles qui vous paraissent les plus faciles et pour lesquelles vous connaissez les réponses, afin d'obtenir des points supplémentaires. Au final, votre note d'épreuve de sciences, elle va être faite de quoi? On ne l'avait pas précisé jusqu'à maintenant, je crois, mais au sein des épreuves de type QCM du concours à venir, 2 possibilités de notation. Soit vous avez une bonne réponse sur les 4 réponses qui vous sont proposées et vous gagnez 3 points, soit votre réponse est fausse et vous perdez 1 point. Au final, donc, sur les 30 questions du domaine de spécialité, vous pouvez gagner 90 points au maximum. Et en répondant à 6 questions bonus avec 3 points par question bonus, vous pouvez gagner 18 points supplémentaires et donc obtenir un total de 108 points, qui sera finalement la note maximum qu'un candidat pourra obtenir à l'épreuve de spécialité. Donc voilà, cette épreuve, elle a 2 grands objectifs. L'ouverture scientifique des candidats en leur permettant de s'exprimer sur des spécialités qui ne sont pas celles de leur choix, sachant que les questions bonus sont qualifiées de faciles. Évidemment, on ne va pas aller chercher des questions compliquées dans des spécialités que vous n'avez pas suivies. Et cette épreuve, elle a un deuxième objectif qui est effectivement celui de pouvoir vous exprimer dans la spécialité que vous avez choisie en terminale, en plus des maths. Alors, il y a une question un peu technique sur Parcoursup. Pour remplir son dossier, est-ce qu'on peut le faire en plusieurs fois ou il faut tout faire en une seule fois? Non, vous avez la possibilité de le faire en plusieurs fois, de l'enregistrer, de le réouvrir, de le modifier. Dans la limite des dates qui vous ont été indiquées jusqu'au 11 mars. Évidemment, voilà. Très bien. Alors, on va aborder les admissions des formations binationales et présenter aussi rapidement ces formations. Effectivement, on a beaucoup parlé de la formation généraliste à l'EPF, mais il existe bien d'autres formations à l'EPF pour lesquelles on voudrait aussi vous donner quelques renseignements sur les procédures d'admission et de sélection. Donc, 2 formations binationales à l'EPF, une formation franco-allemande, comme son nom l'indique, en partenariat avec une université allemande à Munich, la Hochschule de Munich, et une autre formation binationale avec le Québec, la formation franco-québécoise, avec une université partenaire à Sherbrooke, au Québec. La franco-allemande, donc comment le cursus s'organise, 5 années de formation, hein, on est sur un diplôme d'ingénieur. Vous passez votre première année en France à l'EPF, deuxième année en Allemagne, troisième année en France, quatrième année en Allemagne, cinquième année en France. Et à l'issue de ces 5 ans, vous avez donc un parcours complètement binational, hein, comme son nom l'indique, avec un diplôme qui est différent de celui de la formation généraliste qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, qui est un diplôme en production et automatisation très transversal, hein, qui va vous amener vers tout type de secteur industriel, l'aéronautique, l'automobile, le bâtiment, l'environnement également, le numérique. Donc les disciplines, l'automatisation et la production, hein, vous savez ce que c'est la production, l'automobile, il faut produire des voitures, en aéronautique, il faut produire des avions, dans le domaine de l'environnement, il faut produire un certain nombre de dispositifs, des éoliennes, des pales d'éoliennes, etc. Donc la production, c'est quelque chose de très transversal qui peut vous amener vers des secteurs industriels variés à travers un parcours donc complètement binational. 20 places, alors on est sur des formations beaucoup plus restreintes hein, en termes de nombre de places. Cette formation, quand vous êtes en France, elle se déroule sur le campus de Sceaux et 20 places sont offertes l'année prochaine. Alors, il y a une question, le Bach-TIBAC, est-ce que ça fait un avantage lors de l'étude de dossier pour les formations binationales? Non, on ne regarde pas ces éléments-là. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne regarde pas dans l'étude du dossier que c'est une mauvaise chose et ça vous donnera des compétences importantes derrière dans certains accès à l'international, bien sûr. La formation franco-québécoise, parcours binational, mais malgré tout un petit peu différent dans l'esprit de la formation franco-allemande qu'on vient d'évoquer juste précédemment. Dans ce parcours-là, vous réalisez votre première année à l'EPF, sur le campus de Sceaux également, votre deuxième année à Sherbrooke, à la faculté de génie mécanique, en troisième année à l'EPF, et à partir de la quatrième année, vous rejoignez le cursus de formation généraliste dont on a évoqué toutes les majeures tout à l'heure, aéronautique et espace, structure et matériaux, data engineering et environnement, etc., sur les différents campus. Donc, on présente souvent la formation franco-québécoise comme un moyen d'obtenir le même diplôme que celui de formation généraliste, parce que vous rejoignez le cursus de formation généraliste à partir de la quatrième année, mais par une voie un petit peu plus internationale, puisque vous passez 1 an au Québec en deuxième année. 15 places sont offertes l'année prochaine et tous les ans en général.
Je ne sais pas si on le précise après, mais en tout cas, la formation binationale et la formation franco-québécoise sont des formations propres à l'EPF, donc indépendantes du concours à venir, mais par contre disponibles sur Parcoursup également. Si l'une d'elles vous intéresse, vous allez dans le moteur de recherche formation Parcoursup, vous tapez EPF formation binationale, vous trouverez ces deux formations qui constituent à elles deux un seul vœu sur les listes autorisées et un sous-vœu, effectivement, parce que il faut bien s'installer sur un campus ou un autre. Est-ce qu'il y a d'autres? Voilà, en gros, la concrétisation de ce que je vous ai dit. Hein. Vous prenez pas la tête, j'ai envie de dire entre guillemets, hein. Il y en a beaucoup des formations à l'EPF, donc des fois on fait un petit peu s'y perdre. Tapez EPF dans le moteur de recherche, comme ça vous est indiqué ici sur Parcoursup. Toutes les formations EPF disponibles vous seront listées. Cliquez sur chacune, allez voir les informations qui vous sont données et ça vous permettra de faire votre choix en tout état de cause. Alors, les bachelors, puisqu'on propose maintenant une gamme de bachelors à l'EPF. Absolument. Donc, je crois qu'on a à peu près fini sur la partie programme ingénieur. L'EPF propose aussi plusieurs bachelors à ce jour qui sont accessibles en post-bac. Donc, vous êtes bachelier cette année. Vous vous dites, moi, une formation d'ingénieur très théorique en 5 ans, ce n'est pas forcément ce qu'il me faut. Je passerai bien par une formation plus appliquée. Les bachelors sont faits pour vous. Donc, on offre des bachelors juste après le bac dans 2 domaines. Un bachelor qu'on qualifie d'hybride. Alors, pourquoi hybride? Parce qu'il comporte à peu près 30% d'enseignements, un peu plus même, qui sont vraiment des enseignements de type commerce, marketing, management, et 70% qui sont plus de l'ordre d'une formation technique et technologique associée à des compétences scientifiques. Donc, ce bachelor hybride, on le met en place en partenariat avec une école de management, qui est l'ICD, une école de management à Paris. Ce bachelor hybride est intitulé Digital et stratégie d'entreprise. Entendez par là que dans ce bachelor, vous allez faire du numérique au service de la stratégie des entreprises. Globalement, comment utiliser le numérique, l'outil numérique, la donnée pour un moment optimiser la stratégie des entreprises. Ça, c'est le premier bachelor qui vous est proposé. Il se déroule sur le campus de Sceaux. Et dans ce bachelor, vous serez en alternance dans les locaux de l'EPF et dans les locaux de l'ICD. Donc, encore une fois, une formation très particulière qui vous amène à vivre sur différents campus avec des populations très riches et très variées. C'est une très belle formation. Un autre bachelor vous est proposé sur le campus de Montpellier. Vous aurez compris que le campus de Montpellier est le campus vraiment lié à l'environnement et à l'énergie, ne serait-ce que par les partenariats de laboratoire et les majeurs qui y sont délivrés. Et sur ce campus, vous est proposé le bachelor assistant ingénieur en efficacité énergétique, donc très lié à l'environnement et à l'énergie, et qui est un bachelor, lui, technologique, un bachelor scientifique sans cette dimension hybride que j'exprimais juste au-dessus. 20 places sont offertes cette année. Pour les trouver sur Parcoursup, encore une fois, vous allez dans EPF, vous tapez bachelor EPF par exemple, ces 2 bachelors vont apparaître, vous pourrez les cocher comme vœux et choisir, et ceci va vous amener vers le processus de sélection du concours à venir, de la même façon qu'il existe un Avenir Bac, on a évoqué largement pour les bacs généraux, il existe un processus de sélection Avenir Bachelor qui lui est fait d'une étude de dossier également et d'un entretien d'admission en cas d'admissibilité un peu sur le schéma des STI2D. Donc, toujours pareil, si cette formation vous intéresse, vous allez dans le moteur de recherche, vous tapez EPF, vous trouvez les bachelors, vous les cochez comme vœux et choisir le concours à venir, une des écoles où le concours à venir bachelor vous décomptera un vœu supplémentaire et un seul sous-vœu, indépendamment du nombre de bachelors que vous choisirez au sein du concours à venir bachelor. Alors, je reviens juste sur les formations binationales. On a une question qui est sur la crise sanitaire. Est-ce que ça a un impact justement sur les formations binationales en termes d'échanges? Parce que normalement, il y a échange avec l'Allemagne et le Québec. Oui, alors écoutez, encore une fois, vous avez la chance, entre guillemets, d'avoir cet espoir devant vous que cette crise sanitaire, ça me nuise. Et d'autant plus, là, on parle bien de la rentrée 2021. Vous avez compris dans la description que j'en ai fait que quoi qu'il en soit, que ce soit en formation franco-allemande ou en formation franco-québécoise, votre première année se passe en France. Donc, ça veut dire qu'on a quand même devant nous la rentrée 2021 et que la question du départ au Québec et en Allemagne arrivera au moment de la rentrée 2022. Donc, je n'ose même pas envisager qu'on ait de solutions alternatives à trouver. Voilà. Donc, soyons tous confiants sur ce point-là. Et évidemment, nos élèves qui étaient dans ces formations pendant la crise sanitaire se sont vus proposer des échanges différents dans le cas où le départ n'était pas possible. Mais à un moment, ces formations sont des formations qui ont vocation de vous faire vivre une expérience à l'international qui a été maintenue dans les 2 formations. Alors, Avenir Plus, là, du coup, on quitte le post-bac et on va aller plutôt du bac plus 1 à bac plus 4. Et on va aborder
la passerelle Sigma déjà. Oui, alors on passe, donc, parmi vous, peut-être certains ont déjà entamé des études supérieures et donc c'est bien à eux qu'on s'adresse. Vous devez savoir que vous pouvez intégrer l'EPF, pas forcément en post-bac première année, mais que vous pouvez avoir débuté des études supérieures et vous dire qu'à un moment, pour différentes raisons, je me suis trompée d'orientation, la formation dans laquelle je suis ne me plaît pas ou je ne suis pas en réussite comme je l'espérais et je vais essayer de réintégrer l'EPF. Vous en avez la possibilité. Encore une fois, à travers un concours commun, vous sentez bien que le concours Avenir est très présent dans ces processus d'admission. Les écoles du concours Avenir sont toutes des écoles qui ont des philosophies assez communes et qui regroupent leurs modalités de sélection sous cette bannière Avenir. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous allez pouvoir candidater à l'EPF en première année et jusqu'à la 4e année, quelles que soient les études supérieures, alors pas quelles que soient, mais pour un grand nombre de formations entamées en études supérieures, de deux manières possibles. Je donne un exemple, vous avez par exemple commencé une classe prépa, je ne sais pas, une PCSI, comme Justine qu'on a évoqué tout à l'heure, et vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout la formation qui vous convient parce que très théorique, sans projet, sans dimension sciences humaines et sociales, etc. Et l'ambiance générale ne vous plaît pas. Et vous vous dites finalement, j'avais hésité entre une école post-bac et passer par des classes prépa et j'aurais peut-être dû prendre l'école post-bac, je voudrais réintégrer une école post-bac. Donc c'est vrai pour des CPGE, c'est vrai pour des étudiants qui ont démarré une licence, c'est vrai pour des étudiants qui ont entamé une école d'ingénieur post-bac mais qui voudraient changer de type d'école, par exemple partir d'une école spécialisée pour revenir à une école plus généraliste. C'est peut-être des étudiants qui ont commencé des études de médecine et qui, à l'issue des premiers résultats, se rendront compte que l'accès au concours va être très difficile et souhaitent se réorienter sans perdre d'année dans le supérieur. Vous avez donc dans la procédure Avenir Plus, que vous trouverez pour candidater sur le site du concours Avenir, ne suivez pas le chemin Avenir Bac, mais suivez le chemin Avenir Plus, vous pouvez rentrer en rentrée décalée. Cette rentrée décalée à l'EPF, elle démarre début mars. Donc, c'est déjà ouvert, mais c'est surtout encore en cours de procédure. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, n'hésitez pas, directement, concours Avenir, rentrée décalée. Notre rentrée décalée à l'EPF, elle s'appelle Sigma. Elle se déroule sur le campus de Montpellier. Et pendant un semestre, on va vous remettre à niveau d'une première année de formation à l'EPF. Si vous validez cette passerelle, et dès l'année prochaine, vous serez en deuxième année dans le cursus à l'EPF sur un des 3 campus et vous n'aurez pas pris de retard dans vos études supérieures. Donc, ceci vous permet de vous réorienter en cours d'année sans perdre d'année d'études supérieures. Alors, également, on a des bachelors qui sont admissibles uniquement à partir d'un bac plus 2. Oui, de la même manière, donc toutes les formations à l'EPF, que ce soit la formation généraliste, les bachelors ou même la formation technologique pour les bacheliers STI2D, peut s'intégrer après avoir démarré des études supérieures. Donc, nos bachelors y compris. 3 bachelors vous sont ouverts dans ce qu'on appelle donc admission parallèle, c'est-à-dire si vous avez déjà entamé des études supérieures, vous allez pouvoir notamment, si vous êtes à niveau bac plus 2, intégrer un 3e bachelor que je n'ai pas évoqué tout à l'heure parce qu'il n'existe pas en post-bac, mais il n'existe que dans sa 3e année de formation. C'est un bachelor qu'on met en place en partenariat avec une école pour le coup très numérique, qui est 3IL à Limoges, et pour laquelle nous reprenons un programme de formation complètement équivalent et délivrons cette 3e année de formation dans un programme très numérique lié au système d'information. Si le numérique vous intéresse, si vous avez envie d'aller vers la conception des systèmes d'information dans l'entreprise, et Dieu sait que c'est important aujourd'hui, vous pouvez intégrer, après un bac plus 2, forcément à vocation numérique aussi, vous pourrez intégrer cette formation sur le campus de Troyes dès l'année prochaine via la procédure Avenir Plus. La 3e année se réalise en alternance, ça veut dire que vous passerez la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps en cours, donc sur le campus de Troyes. 20 places sont offertes l'année prochaine. On revient sur les bachelors, mais là, qui sont accessibles directement à bac plus 1, à bac plus 3. Oui, alors les autres bachelors qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, le bachelor hybride en stratégie d'entreprise et le bachelor en efficacité énergétique sur le campus de Montpellier, vous sont accessibles si vous avez entamé des études supérieures. Donc, vous avez commencé un DUT, par exemple, et vous vous dites, moi, finalement, cette formation dans l'énergie de type bachelor sur le campus de Montpellier, elle m'intéresserait. Vous pouvez candidater, encore une fois, via la procédure Avenir Plus pour cette formation, soit en première année, soit en 2e année, selon votre niveau d'études actuel, selon votre dossier et la qualité de votre dossier. Idem pour le bachelor
digital et stratégie d'entreprise qui, lui, existe sur les 3 années de formation. Vous pouvez l'intégrer en première année, deuxième année ou troisième année selon le niveau d'études auquel vous êtes actuellement. Encore une fois, procédure Avenir Plus et vous pouvez faire le choix de différentes bachelors. Le processus de sélection consiste en une étude de dossier. On vous demandera des éléments scolaires de terminale, de première et des études supérieures que vous avez entamées. Et à l'issue de ça, vous serez ou non admissible à un entretien qui est également un entretien de motivation. Sur donc, toutes ces formations, bachelor et école d'ingénieur sont accessibles pour la rentrée de septembre prochaine, hormis pour ceux qui seraient intéressés par la rentrée décalée qu'on a évoquée tout à l'heure. Vous avez ici, on ne va pas le détailler, mais le programme, le calendrier pour candidater à la procédure Avenir Plus pour la rentrée de septembre prochain, avec un système de phases, donc une première étape qu'on appelle la phase 1, où vous pouvez candidater jusqu'au 20 mars et où donc vous aurez vos entretiens d'admission avant alors, vous ouvrez votre dossier avant le 20 mars, suivez les entretiens d'admission pour des premières réponses qui vous seront données vers le 17 avril sur la plateforme Avenir Plus. Si vous avez raté, entre guillemets, cette phase-là parce que vous n'étiez encore pas décidé, vous avez la phase 2 un petit peu plus tard avec des candidatures à partir du 21 mars et jusqu'au 22 mai, des entretiens qui se déroulent sur cette période-là ou à l'issue du 22 mai et des réponses qui vous seront données de manière commune pour l'ensemble des écoles à venir le 28 juin. Voilà. Et à l'issue de ça, une procédure un petit peu plus au fil de l'eau avec des entretiens au fur et à mesure parce qu'on arrivera vraiment sur l'été et que ce sont les dernières candidatures que l'on étudie. 100 places, pardon, excuse-moi, je pensais que tu avais fini. 100 places sont offertes à l'EPF sur donc, toutes ces années de formation et toutes ces formations. Donc les bachelors, les formations d'ingénieurs sur les 3 campus dans toutes les années entre la première et la 4e année. Alors, on va aborder le cas des CPGE. Effectivement, autre population encore. On a évoqué tout à l'heure que peut-être parmi vous, certains avaient entamé une classe prépa, donc de type MPSI, PCSI, ou être peut-être déjà en 2e année de classe prépa, en PT, en PSI, en MP, peu importe. Évidemment, l'EPF vous est également ouvert. Si vous êtes intéressé par intégrer l'EPF à l'issue de vos concours fin de cette année ou de l'année prochaine, si vous êtes en SUP, vous pourrez candidater donc à l'EPF pour les filières MP, PC et PSI via le concours central Supélec. Donc l'EPF se positionne à côté de très grandes écoles au sein de ce concours. Ça se passe sur la plateforme SCEI. Vous savez, je pense déjà, si vous êtes en prépa, que la procédure de sélection consiste en des épreuves écrites dont le calendrier est disponible sur la plateforme SCEI et des oraux. Les oraux, attention, les oraux pour l'EPF ne sont pas des oraux scientifiques, mais sont des oraux type entretien de motivation, comme on a pu l'évoquer pour les autres profils de candidats. Votre liste de vœux pour les écoles, donc les inscriptions, les préinscriptions sont finies, elles se sont achevées vers le 15 janvier, mais pour votre liste de vœux, vous avez jusqu'au 23 juillet pour l'exprimer sur la plateforme SCEI. Si vous êtes en PT, vous avez également votre place à l'EPF en 3e année de formation généraliste et ça se passe sous la bannière Avenir parce qu'encore une fois, les écoles du concours Avenir se sont réunies avec un processus, en tout cas d'épreuves écrites commun pour sélectionner les candidats de PT pour un accès en 3e année dans les écoles du concours Avenir. Ça se passe évidemment sur SCEI aussi. Concernant l'EPF, 74 places sont disponibles, c'est très précis pour le coup, 74 places sont disponibles cette année, 23 sur le campus de Sceaux, 27 sur le campus de Troyes et 24 sur le campus de Montpellier. Donc, vous voyez une proportion très équivalente cette fois sur les différents campus. Alors, vous avez l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises. Donc, nous avons des journées portes ouvertes virtuelles, notamment 3 qui vont arriver successivement. Donc, le samedi 30 janvier pour le campus de Sceaux, le 6 février pour le campus de Montpellier et le 13 février pour le campus de Troyes. Pour les étudiants aussi qui veulent passer le concours Avenir, nous organisons des journées de préparation au concours Avenir qui sont digitales pour le moment, donc qui auront lieu le 13 mars ou le 10 avril pour le campus de Sceaux, le 13 février pour le campus de Troyes et le 17 avril pour le campus de Montpellier. Si vous voulez vous rendre compte de ce que c'est d'être un élève ingénieur également, on propose à l'EPF ce qu'on appelle des opérations ENSES et de l'immersion. Là, le cas échéant, avec la crise sanitaire, encore une fois, ça sera virtuel, mais ça sera l'occasion de rencontrer aussi nos professeurs, de faire des projets et également de rencontrer des diplômés et des étudiants de l'école. N'hésitez pas également, on est sur l'ensemble des salons Studirama et d'étudiants. Et quand on pourra, on espère pouvoir vous faire visiter aussi notre campus. Alors, on a encore des questions.
puisque le Premier ministre a annoncé l'annulation des épreuves de spécialité, est-ce que ça sera pris en compte l'année prochaine alors, je lis exactement. Allez-vous tenir compte des résultats au contenu du 3e trimestre ou arrêtez-vous l'étude au 2e trimestre? En fait, on prendra en compte ce qu'on pourra prendre en compte, c'est-à-dire que tout dépend à un moment de la disponibilité des informations qu'on aura dans vos dossiers pour faire le classement. Voilà, donc on prendra l'idée, évidemment, quand on fait un classement comme celui-là, et de prendre un maximum d'éléments en compte dans le classement qui peut être fait. Donc, il faut voir ce qui sera disponible par vos établissements dans vos dossiers Parcoursup. Voilà. Mais l'idée, évidemment, est de dire plus on peut en prendre en compte, plus on le prend en compte. Concernant les journées de préparation au concours à venir, est-ce qu'elles sont les mêmes sur tous nos campus? Oui, absolument. Alors, l'idée de ces journées de préparation au concours à venir, c'est bien de vous mettre en situation de vie ma vie de candidat qui va passer les épreuves. Et pour vous dire à quel point elles sont communes, c'est que les sujets, on va vous mettre en situation. Donc, si vous pouvez venir sur nos campus, peut-être plus tardivement dans le semestre, vous serez mis en situation de mini-concours avec un sujet devant vous, la grille réponse qui est exactement la même que celle que vous aurez le jour des épreuves si vous les passez, pour vous donner vraiment la meilleure image de ce que vous allez vivre le 25 avril. Et ces sujets dont je vous parle, donc un sujet de maths, un sujet d'épreuve de sciences, un sujet d'anglais, sont à l'image des sujets finaux, des sujets qui seront pour le coup, eux, totalement confidentiels pour le 25 avril. Et donc, ces sujets sont communs à tous les campus des écoles du concours à venir. Donc, que vous passiez votre JPCA sur le campus de Montpellier ou sur le campus de Sceaux, vous aurez les mêmes sujets et la même organisation de journée. Une première partie qui s'appelle méthodologie, c'est-à-dire la présentation de la grille réponse. On va vous faire les rappels sur toutes les modalités de type QCM, les points négatifs, les points positifs. Si j'hésite dans ma réponse, quelle est la meilleure stratégie à adopter pour gagner un maximum de points? Comment appréhender un sujet? Est-ce qu'il faut que je lise mon sujet d'un seul coup? Est-ce qu'à un moment, je dois répondre au fur et à mesure? Toutes ces petites astuces qui font qu'à un moment, quand vous arrivez le jour du concours, si vous avez vécu ces JPCA, vous êtes beaucoup plus serein et vous arrivez en terrain connu. Voilà, on va dire comme ça. Et puis, une simulation d'épreuves de maths, où le sujet de JPCA va être corrigé par un professeur de maths de l'école, un sujet de sciences qui va être corrigé par un professeur de la discipline, et puis un sujet d'anglais qui sera corrigé par un professeur d'anglais de l'école. Donc, les sujets sont les mêmes et l'organisation de la journée est la même. En effet. Alors, on a abordé les CPGE, donc on a parlé des MP, PT, PSI et PC. On n'a pas parlé des TSI. Est-ce que les prépas TSI peuvent intégrer le PF? Non. Pas par, en tout cas, alors je vais compléter un petit peu ma réponse, pas par le biais des concours CPGE, mais par le biais d'Avenir Plus. Eh bien, on arrive bientôt à la fin. Alors, une lettre de recommandation d'un professeur est-elle incluse dans le dossier? On parle de quel type de candidature? Avenir Plus, post-bac, Domiti, si vous pouvez compléter votre sinon, j'essaie de faire une réponse un peu générale. Domiti, si vous candidatez sur la plateforme Avenir Plus, vous allez pouvoir fournir effectivement des éléments obligatoires dans le dossier, des bulletins, etc., mais aussi des documents annexes que vous pouvez vous choisir d'intégrer à votre dossier. Et dans ce cas-là, oui, évidemment, une lettre de recommandation peut être prise en compte et lue sur la procédure Parcoursup. Ce sont vos établissements qui vont remonter un certain nombre d'informations. Et pour être très honnête avec vous, il y a 10 000 candidats au concours à venir tous les ans. On ne va pas pouvoir lire toutes les lettres de recommandation des professeurs, même si vous pouviez les disposer sur la plateforme. Voilà. Par contre, la fiche à venir, elle, qui est une image de ce que vos professeurs, et notamment votre professeur principal, pensent de vous, peut être regardée, notamment pour vous affecter ou non le statut de grand classé. Alors, concernant encore le concours à venir, est-ce que les étudiants sont au courant des résultats des épreuves au concours? Est-ce qu'ils ont leurs notes, par exemple? Oui, écoutez, en général, elles sont communiquées habituellement par le concours à venir, parce qu'effectivement, c'est intéressant pour vous de vous positionner par rapport à l'ensemble des candidats et des moyennes obtenues, les écarts types, etc. Donc oui, elles sont habituellement, historiquement, communiquées par le concours à venir à titre d'information pour les candidats. Même tous les ans, le concours à venir communique sur le meilleur candidat et les meilleures notes obtenues quand il y a des 20 ou ce genre de choses. Parce que voilà, il y a des candidats parmi vous qui sont excellents et qui montrent des compétences tout à fait exceptionnelles. Donc oui, elles sont communiquées.
Tu as abordé la question de l'épreuve de sciences, donc des spécialités et de questions bonus. Est-ce que si on répond de manière négative, enfin fausse à cette question, est-ce que ça fait moins un point également ou pas? Oui, pour les questions bonus, est-ce que j'ai une petite hésitation, je ne suis pas sûre de ce que je vous dis, donc encore une fois, allez plutôt sur le site du concours à venir chercher la réponse. J'ai un petit doute sur la réponse, donc je préfère rien vous dire, concernant les questions bonus en tout cas. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là puisque nous n'avons plus de questions. Écoutez, on espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, le service communication est là pour répondre à vos questions, également le service admission, au cas où si c'est vraiment des questions très pointues. Donc n'hésitez pas et on reste disponible en tout cas et passez une très bonne soirée. Au revoir.